Choc. Les derniers avertissements de la Chine à la Russie sont terminés. La Russie a subi un coup dur de la part de l'Empire céleste et même le pétrole à prix réduit n'est plus nécessaire. Poutine panique. Le Kremlin vacille. Pékin étend-il discrètement son influence sur l'extrême-orient russe? La fragile zone de contrôle de Poutine semble se désagréger sous nos yeux. Des signaux alarmants nous parviennent du Moyen-Orient. Jusqu'à 7 millions de kilomètres carrés semblent glisser dans l'orbite de la Chine. Moscou semble impuissante. Pékin avance pendant que le monde retient son souffle. Moscou s'incline devant Pékin. Les prix du pétrole plongent au plus bas. La Russie est vraiment sur les nerfs. Parlons-en. Bonjour, ici Ukraine Today. Maria Varfolomeva avec les dernières actualités. Les États-Unis poussent la Chine à réduire ses achats de pétrole russe et à augmenter ses importations de ressources énergétiques américaines. Washington estime qu'une telle mesure pourrait affaiblir la position économique de la Russie pendant la guerre contre l'Ukraine. Selon le Wall Street Journal, cette question pourrait être soulevée avant la visite prévue du président américain Donald Trump en Chine. Le secrétaire au Trésor, Scott Bessent, envisage déjà d'inclure la question du pétrole russe à l'ordre du jour des prochaines négociations. Selon des sources, Bessent a déjà discuté d'une initiative visant à convaincre Pékin de réduire ses achats de pétrole russe et d'acheter à la place des produits pétroliers et gaziers américains. Les questions énergétiques devraient également être abordées lors de la rencontre de Bessent avec le vice-premier ministre chinois He Lifeng. Les discussions sont prévues à Paris à la mi-mars. Au cours de cette réunion, les parties prévoient de s'accorder sur le cadre du futur sommet entre Donald Trump et le dirigeant chinois Xi Jinping actuellement prévu pour début avril. Le Wall Street Journal souligne que réduire les achats de pétrole russe représenterait un défi majeur pour la Chine. Pékin reçoit du pétrole de Russie à un prix fortement réduit, ce qui le rend plus rentable que les approvisionnements américains. Le pétrole américain deviendrait alors beaucoup plus cher et l'abandon des approvisionnements russes compromettrait les relations de Pékin avec le Kremlin et affaiblirait la position de Moscou dans la guerre en Ukraine, souligne la publication. De plus, selon des sources, Bessent envisage de demander à la Chine de réduire ses achats de pétrole iranien. Le rapport note qu'à la suite des frappes menées par les États-Unis et Israël, une part importante des approvisionnements pétroliers iraniens est actuellement interrompue. Toutefois, Washington souhaite que Pékin réduise sa dépendance aux sources d'énergie iraniennes à l'avenir, si ses approvisionnements reprennent. Sensation. La Chine est en train d'absorber la Russie. Un concept provocateur a fait irruption dans la sphère informationnelle chinoise. Un scénario décrivant comment Pékin pourrait étendre son influence sur une vaste portion du territoire russe. Sur la scène géopolitique, cela ressemble à rien de moins qu'un plan directeur pour une éventuelle désintégration de la Russie. Cet article controversé est apparu en décembre dernier sur la plateforme médiatique chinoise NetEase. 7 millions de kilomètres carrés de terre russe pourraient potentiellement passer sous l'influence chinoise. Voilà un point de départ remarquable. L'intérêt de Pékin pour l'Extrême-Orient n'est guère un secret. Ce sont des terres que la Chine considère depuis longtemps comme historiquement liées à elle. Cela ne rappelle-t-il pas le récit de Poutine à propos de la soi-disant opération militaire spéciale en Ukraine? L'auteur, dont l'identité reste inconnue, soulève de sérieuses inquiétudes. Parce que la Russie a déplacé d'importantes forces vers l'ouest en raison de la guerre contre l'Ukraine, l'Extrême-Orient semble dangereusement exposé. Selon l'article, la région est pratiquement sans défense. Il ne reste qu'environ 50 000 soldats, que l'auteur décrit comme « guerre plus qu'une coquille vide ». La population est minimale, mais la richesse naturelle est immense. Un autre coup dur vise la situation économique. L'article soutient que l'économie russe se détériore progressivement, affirmant que son PIB est inférieur à celui d'une seule province chinoise. Si le chaos éclate au sein du gouvernement central russe, des problèmes pourraient facilement surgir en Extrême-Orient. Et si la Russie s'effondre réellement, il ne faudrait pas gaspiller les 7 millions de kilomètres carrés de l'Extrême-Orient. La Chine a tiré cette leçon à travers une expérience douloureuse. Dans le même temps, le commentateur conseille à Pékin de ne pas opter pour une prise militaire directe, soulignant qu'une telle action provoquerait une isolation internationale, similaire aux conséquences subies par la Russie après l'annexion de la Crimée en 2014. Une approche raisonnable serait d'être plus flexible, de continuer à investir de l'argent et des ressources humaines, de signer des contrats à long terme et de soutenir les forces pro-chinoises dans la région, nominalement indépendantes mais en réalité dépendantes du soutien chinois. L'article envoie un signal sans détour. Moscou n'est peut-être plus en mesure de maintenir un contrôle ferme sur la région par elle-même. En conséquence, la Chine intervient pour combler les lacunes et protéger ses intérêts stratégiques. Les puissances extérieures souhaitent-elles intervenir? Avec le soutien diplomatique de l'Organisation de coopération de Shanghai, cela devient extrêmement difficile. Et enfin, l'auteur conclut que perdre 7 millions de kilomètres carrés est inacceptable, car les enjeux concernent à la fois la sécurité et les ressources. L'effondrement de la Russie n'est pas une plaisanterie.
Ce n'est qu'à travers une préparation minutieuse que l'on peut avancer sereinement. Pendant ce temps, Pékin étend déjà discrètement son influence sur certaines parties de la Russie. La dépendance de Moscou envers la Chine ne cesse de croître, alors que d'immenses projets de ressources dans l'Extrême-Orient et la Sibérie transforment ces territoires en un gigantesque réservoir de matières premières pour le royaume du milieu. Il semble que le Kremlin se félicite tout en remettant effectivement les clés. Un exemple frappant de cette expansion est le gisement de charbon de Zachulanskaya. La Transbaïkalie, développée conjointement par le groupe russe N+, et le groupe chinois Shenhua. La mine est prévue pour fonctionner pendant 100 ans, et les autorités russes ont accordé d'importants avantages fiscaux, transformant ainsi la Sibérie en une base de ressources à long terme pour Pékin. À partir de 2027, environ 5 millions de tonnes de charbon par an devraient être acheminées vers la Chine, soit environ 500 camions par jour. Un nouveau corridor de transport est en cours de construction à seulement 200 mètres des jardins des habitants, à 1,6 km de la source d'eau minérale de Yamanto et directement à travers des forêts où poussent des plantes rares. Les préoccupations environnementales semblent passer au second plan. Malgré les assurances précédentes, les habitants affirment qu'ils n'ont pas bénéficié de véritables opportunités d'emploi. Les postes clés sont occupés par des spécialistes chinois. Pendant ce temps, les forêts de cèdres sont défrichées et les tentatives de détourner la route des zones protégées sont bloquées par des obstacles bureaucratiques. L'influence chinoise s'étend également dans le secteur du tourisme. Dans la région d'Irkoutsk, en Russie, les itinéraires touristiques destinés aux visiteurs chinois se multiplient, tandis que des investisseurs chinois achètent des terrains et construisent des hôtels sur les rives du lac Baïkal, évinçant les entreprises locales. Selon certaines estimations, jusqu'à 2 millions de citoyens chinois pourraient déjà résider dans l'extrême-orient russe. Parallèlement, les remises sur le pétrole russe à destination de la Chine ont atteint un niveau record. Moscou réduit les prix pour compenser la baisse des exportations vers l'Inde, selon Reuters. Les baisses de prix ont suivi l'annonce par le président américain Donald Trump d'un accord commercial avec le premier ministre indien Narendra Modi, qui vise à stopper les achats de pétrole russe, bien que le calendrier reste flou. Les analystes notent que si l'Inde réduit ses importations, la Chine deviendra en pratique le seul grand acheteur de pétrole bon marché russe. Dans le même temps, les sanctions occidentales freinent la demande et les stocks de pétrole en transit et en stockage continuent de gonfler. Les traders rapportent que le brut expo expédié de Cosmino vers la Chine est désormais vendu avec une remise de près de 9 $ par baril par rapport au Brent contre 7 à 8 $ ces derniers mois. Le brut Oural exporté depuis les ports baltes, traditionnellement destiné à l'Inde, est vendu avec une remise d'environ 12 $ par baril et pourrait encore baisser. Emily de Vortexa a noté que les acheteurs chinois ont profité avec empressement de ces offres ces derniers mois. Les acheteurs chinois achètent du pétrole russe à prix réduit depuis des mois, allant même jusqu'à réduire leurs importations iraniennes pour acheter davantage de brut russe. Avec la demande indienne qui devrait diminuer, de nouvelles baisses de prix semblent inévitables et ce comportement devrait se poursuivre. Selon Li, les principaux acheteurs de pétrole sous sanctions sont les raffineries chinoises indépendantes, connues sous le nom de teapots. En janvier, les expéditions vers le centre de la province du Shandong ont atteint des niveaux records, soulignant comment Pékin s'empare discrètement du marché pendant que la Russie s'efforce de vendre. Poutine sera le prochain. Le dictateur du Kremlin est pris de panique à l'idée d'une trahison et d'un coup d'État au sein même de son entourage. L'escalade est survenue après l'élimination de son ami, l'ayatollah Khamenei. Les soupçons du chef du bunker sont-ils justifiés? Voyons voir. Le point faible de Poutine a été trouvé. Honnêtement, je ne veux même pas commencer à envisager une telle malheureuse possibilité. Manum, je n'en ai vraiment pas envie. Eh bien, ils en parlent déjà ouvertement en ce moment même, Monsieur Trump, Monsieur Netanyahou. J'ai entendu tout ce que vous dites, Sonning, mais je ne souhaite même pas en discuter davantage. Le renversement éclair de deux alliés russes, Maduro et Khamenei, a sérieusement effrayé le dictateur du Kremlin. La plupart des gens sont déjà morts. Nous avions un groupe en tête et ils sont morts. Et maintenant, nous en avons un autre. Peut-être qu'ils sont morts eux aussi, à en juger par les rapports. Donc je pense qu'une troisième vague arrive. Paranoïaque, Poutine se rend compte que le même sort l'attend bientôt. Poutine sème la destruction autour de lui, qu'elle soit politique ou physique. C'est la première chose. Deuxièmement, eh bien vous savez, c'est vraiment très similaire au jeu de société classique bataille navale. Il ne reste plus qu'une case à barrer. À Moscou, on cherche encore comment réagir face au comportement imprévisible de Trump. Si de véritables réformes patriotiques ne sont pas entreprises dès maintenant en Russie, la situation deviendra tout simplement imprévisible. Un à un, nos alliés sont systématiquement éliminés. Il est clair qui sera le prochain, et il est clair ce que signifient des négociations avec un tel ennemi. Depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, le Kremlin a évité de critiquer ouvertement les États-Unis ou leur président.
Mais maintenant, chacun a peur pour sa propre peau. On peut ici, bien sûr, exprimer une profonde déception face au fait que, malgré les informations faisant état de progrès significatifs dans ces négociations, la situation est dégénérée en agression directe. Les propagandistes admettent ouvertement que la Fédération de Russie pourrait être la prochaine cible après l'Iran. J'évalue les perspectives de ce qui va se passer. Je comprends parfaitement quel sera le prochain problème. Pour nous, avant tout, il y a une question qui m'inquiète. Quand viendront-ils après nous ou ont-ils déjà commencé? Et nous comprenons que lorsqu'ils parlent de l'Iran, ils parlent aussi de la Russie. Ils vont désormais nous traiter de la même manière. Ils frapperont la Russie encore plus durement. Ce meurtre a sans aucun doute touché deux des instincts les plus profonds de Poutine, sa paranoïa profondément enracinée concernant sa propre longévité et son instinct de survie politique, défini par la volonté de remporter la victoire sur l'Ukraine à tout prix. Cette fois-ci, Poutine a commenté la situation au Moyen-Orient hors caméra. Veuillez accepter mes plus sincères condoléances suite à l'assassinat du guide suprême de la République islamique, Ali Khamenei, et des membres de sa famille. Il s'agissait d'une violation flagrante de toutes les normes de la morale humaine et du droit international. Il est toutefois à noter que Poutine n'a pas nommé les pays responsables de l'assassinat. Les Russes eux-mêmes perçoivent cela comme une situation où Poutine n'a rien à dire, et beaucoup y voient un signe évident de faiblesse. La nation russe risque d'être la prochaine, et Vladimir Poutine lui-même sera la prochaine cible. Et c'est précisément quand ils disent dans ce genre de situation. Dans les cercles russes, la mort de Khamenei a suscité des comparaisons avec le renversement d'un autre dictateur que Poutine appelait également son ami. Monsieur Kadhafi, chers collègues et amis libyens, c'est un grand plaisir pour moi de vous adresser une fois de plus un accueil très chaleureux et sincère ici à Moscou. À l'époque, il n'avait pas peur de parler aux journalistes et ne cachait pas ses émotions. En 2011, la mort de Kadhafi a véritablement mis Poutine en colère. Ils l'ont tué et son cadavre a été montré sur toutes les chaînes de télévision du monde. C'est impossible à regarder sans dégoût. Et par la suite, il a déclaré qu'il était contre le fait de résoudre les problèmes par des moyens militaires, comme cela a été fait en Libye. Le meurtre d'une personne est, en général, un crime terrible. Des groupes armés qui essaient de résoudre des questions politiques internes par la force des armes. 3 ans plus tard, le cannibale du Kremlin allait faire la guerre dans le Donbass, puis chercher à occuper toute l'Ukraine par des bombardements et des massacres. Des accords sur cette question sont imposés par la force armée afin d'atteindre cet objectif, à savoir la démilitarisation. Nous n'autoriserons pas la présence de forces armées en Ukraine qui représentent une menace du point de vue de la Fédération de Russie et de son peuple. Au fil des années, Poutine est devenu de plus en plus isolé de son entourage. Pendant la pandémie de coronavirus, il s'est caché dans un bunker, apparaissait rarement en public et les agents du FSO devaient se mettre en quarantaine. À présent, il a trahi tous ses amis et camarades à qui il avait promis son aide. Et désormais, la seule chose qu'il reste entre les mains du majordome déséquilibré, ce sont les armes nucléaires. L'élimination de Poutine est absolument légale. Cela semble plutôt prometteur. C'est probablement la manière la plus rentable et la plus simple de mettre enfin un terme définitif à la guerre en cours en Ukraine. Les intrigues de palais s'intensifient. Le Venezuela et l'Iran ont montré jusqu'où les traîtres peuvent infiltrer le cercle rapproché des dictateurs. Poutine est un lâche et procède à des purges. Il a peur, murmurant une fois de plus à leurs oreilles qu'à la place de l'Iran et du Venezuela, cela aurait pu être eux. Mon bureau a été détruit après une attaque du régime israélien. Je sens du gaz. Je devrais quitter ce bâtiment. Si le chef du régime n'a pas l'intention d'organiser un transfert de pouvoir, alors les hauts responsables et les groupes d'élite pourraient commencer à envisager leur propre stratégie pour un tel scénario. Aujourd'hui, on a dit, le président veut aller vite, il se lassera, mais pas moi. Une opération militaire américaine et israélienne contre l'Iran touchera à coup sûr la Russie et Poutine. Tout ne fait que commencer. Les dictateurs quittent le pouvoir soit pour la prison, soit pour la tombe. Le cirque continue. Le blogueur Romanov rend compte de la situation à Kupiansk, une ville que l'armée russe aurait soi-disant entièrement libérée. Mais que se passe-t-il réellement le long de la ligne de contact? Nous révélerons la véritable situation dans notre reportage. Éloignez-vous de la fenêtre. Les Russes ont perdu la raffinerie de pétrole de Saratov. Encore une frappe réussie. À la suite d'une attaque de drone sur la baie de Novorossiysk, la superstructure centrale de la frégate russe Admiral Essen a été touchée. Après la frappe, les lance-grenades servant à déployer les leurres passifs PK-10 ont explosé. Le système de guerre électronique TK-25 a été touché.
Tout d'abord, notre renseignement fonctionne très bien et, sur la base des informations détaillées et des données que nous recevons, à la fois de nos différentes sources internes indépendantes et de nos agences de renseignement militaires, notre ministère de la Défense mène des frappes tactiques extrêmement précises et ciblées, soit sur leurs infrastructures logistiques critiques, soit sur leurs unités sans pertes humaines et leurs quartiers généraux de commandement. De plus, les radars d'illumination de cible MR-90 OREC ont été endommagés. Les débris ont probablement aussi endommagé le radar principal de surveillance du navire, le frégate M2EM, ainsi que la section arrière du patrouilleur lance-missiles russe du projet 1241G Molnia. L'état-major général des forces armées d'Ukraine rapporte que les forces de défense ont frappé des dépôts de munitions et de logistique appartenant aux Russes dans les territoires temporairement occupés du Donbass. De plus, les forces ukrainiennes ont frappé une station relais au sol dans un poste de commandement ennemi pour des drones d'attaque de type Gerbera en Crimée ukrainienne temporairement occupée. Des personnels ont également été touchés dans la région de Dnipropetrovsk et près de Pokrovsk. La Russie est capable de répondre à de telles frappes, mais pour cela, elle a besoin de commandants professionnellement compétents. Ils en ont, mais tous ne sont pas capables de calculer rapidement et précisément nos tactiques et notre stratégie. Désormais, la parité est déjà du côté des forces armées ukrainiennes. C'est tout. Notre armée progresse. Nous sondons maintenant leur défense dans des zones spécifiques, commençant à certains endroits à contre-attaquer et à sécuriser des positions sur leurs lignes. Nous commençons à aplanir le territoire du front. Nous commençons à redresser la ligne de front. Le correspondant de guerre propagandiste Romanov rend compte de la situation opérationnelle à Kupiansk et Kupiansk-Slobojanski. En bref, la situation est la suivante. Tout le territoire est sous le contrôle des forces armées ukrainiennes. C'est Gerasimov qui est responsable. Ni Gerasimov, ni Moumou, ni personne d'autre ne peut faire quoi que ce soit dans cette situation, et ce seront forcément eux qu'on tiendra pour responsables, parce que, Poutine ne va pas dire de lui-même qu'il est complètement idiot, n'est-ce pas ? C'est pour ça qu'ils ont déjà pris Bakhmout en 3 jours, Kiev en 3 jours, Avdiivka en 2 jours. Ils essaient toujours de prendre Pokrovsk. Ils ont déjà été baignés dans le sang. Pour que vous compreniez bien, la Fédération de Russie n'a probablement pas subi de pertes aussi colossales depuis l'époque de Pierre le Grand que dans cette guerre contre l'Ukraine. Pendant ce temps, les conscrits en Russie commencent à recevoir massivement des interdictions de quitter le pays et de ne pas se présenter au bureau de recrutement militaire. Désormais, toute personne qui reçoit automatiquement une convocation reçoit également automatiquement une interdiction de quitter la Russie. Dans ces images de la région de Donetsk, des combattants de la 414e brigade des systèmes sans pilote, connus sous le nom des oiseaux de Madiar, ont repéré et frappé un système de missiles anti-aériens Tor M2 ennemis. La Russie a remis des prisonniers de guerre ukrainiens à la Hongrie. Le ministère ukrainien des Affaires étrangères a déclaré que Moscou et Budapest utilisaient les prisonniers de guerre à des fins de relations publiques politiques avant les élections en Hongrie et a convoqué l'ambassadeur hongrois pour obtenir des explications. Même s'ils possèdent la citoyenneté hongroise, ils sont des militaires des forces armées ukrainiennes, donc avant tout, ils auraient dû être remis ici. Et ici, s'ils souhaitent résilier leur contrat, ils peuvent le faire en tant qu'étrangers et retourner en Hongrie. Le quartier général de coordination pour le traitement des prisonniers de guerre a déclaré que le transfert par la Russie de 2 prisonniers de guerre ukrainiens à la Hongrie constitue une violation grave du droit international humanitaire. Que pensez-vous des derniers événements ? Partagez votre avis dans les commentaires, aimez la vidéo et abonnez-vous pour rester informé des principaux titres. À très bientôt.